Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Agile Toolkit. Tout d'abord je me présente parce que dans la précédente vidéo je ne l'avais pas fait. Je m'appelle Bertrand Boisvert, comme du bois vert mais tout attaché. Et je suis consultant en gestion de projet en général, méthode agile et DevOps. Donc si vous voulez en savoir plus sur moi, vous pouvez me chercher sur LinkedIn et voilà, vous aurez plus d'informations. Mais aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est la suite de la précédente vidéo. Donc, je rappelle que cette vidéo s'inscrit dans une série de vidéos autour de l'agilité à l'échelle. La première vidéo faisait un historique des méthodes agiles en général. Donc, je l'avais intitulé Histoire de l'agilité. Donc là, faudrait que je change le titre. C'est pas exactement ça. J'ai changé un peu le plan par rapport à ce que je vous avais présenté la dernière fois. Donc après avoir compris pourquoi on en est venu des méthodes prédictives aux méthodes agiles, cette vidéo va se poser la question pourquoi l'échelle. Mais elle va être centrée principalement sur la méthode Scrum, parce que Scrum c'est la méthode agile la plus emblématique, la plus connue, la plus implantée. Et la méthode SAFe se base elle-même sur la méthode Scrum. Donc la méthode SAFe, qui est agilité à l'échelle, se base sur Scrum, qui a été conçu pour faire de l'agilité au sein d'une équipe. Donc pour que vous compreniez bien tous les concepts, il faut que je vous présente la méthode Scrum d'abord. Donc peut-être que beaucoup d'entre vous la connaissent, dans ce cas ça sera moins intéressant pour vous. Ça va être très classique, très basique et voilà, c'est pas une vidéo sur Scrum à proprement parler, je vais pas rentrer dans les détails, mais je vais présenter les concepts les plus importants. Ensuite, il y aura une petite partie sur pourquoi on a besoin d'autre chose, d'un autre framework, d'une autre méthode pour l'agilité à l'échelle. Donc c'est l'objet de cette vidéo. Ici, vous avez le plan de toute la série de vidéos. Je l'ai modifié un peu par rapport à ce que je vous ai présenté la dernière fois. Donc on va attaquer directement. Pourquoi l'échelle? Pourquoi on passe à l'échelle? Et la première partie sera sur la méthode Scrum, qui est très connue. Mais je vais vous présenter quand même les différents concepts de Scrum. Donc tout d'abord, les rôles. Alors, pour introduire les rôles de Scrum, je vais d'abord me baser, comme toujours, dans une démarche historique, de comprendre bien comment ça évolue. Je vais d'abord me baser sur les méthodes traditionnelles. Donc dans les méthodes traditionnelles, les rôles sont les suivants. Donc le produit, le projet est défini par la maîtrise d'ouvrage. Donc vous avez ici une maître d'ouvrage qui peut être par exemple quelqu'un chez le client qui commande le développement d'une application. Ça peut être aussi en interne, donc dans une entreprise, il y a quelqu'un qui peut jouer ce rôle de maîtrise d'ouvrage. Ensuite, c'est cette personne qui rédige le cahier des charges, la spécification fonctionnelle, donc éventuellement assisté par un assistant à maîtrise d'ouvrage ou par le maître d'œuvre. Ensuite, on a ce qu'on appelle le maître d'œuvre. Donc là, c'est le chef de projet, c'est ce qui est donc plus communément appelé le chef de projet, donc celui qui va à la fois se saisir du besoin de la maîtrise d'ouvrage et concevoir, détailler un peu plus les fonctionnalités, surtout la partie technique, la conception technique. Le maître d'œuvre, accompagné de son architecte, va définir les documents assez précis pour que les développeurs puissent s'en saisir et développer le logiciel qui est demandé. Donc l'architecte et le maître d'œuvre vont travailler main dans la main bien souvent. L'architecte va s'occuper de la partie technique, de la conception technique de l'application. Et c'est en mode top-down, c'est-à-dire que le maître d'ouvrage demande à l'équipe de réaliser un produit, donc en passant par le maître d'œuvre qui lui va diriger les développeurs ou pas forcément faire du micromanagement, mais au moins rédiger les documents qui seront la source du travail des développeurs. Dans la méthode Scrum, on retrouve un peu les mêmes rôles, mais organisés différemment et simplifiés. La maîtrise d'ouvrage, c'est représenté par le rôle de Product Owner. Alors Product Owner, comme son nom l'indique, c'est la personne qui, entre guillemets, possède le produit, ou du moins qui représente les personnes commanditaires du produit, de l'application qui doit être développée dans le projet.
Donc le Product Owner, son rôle, c'est de définir les besoins en termes de fonctionnalités, définir les fonctionnalités, les expliquer aux équipes de développement et prioriser les différents besoins qui sont exprimés par, par son client. Donc c'est le Product Owner qui va être en relation avec le client, si le client est à l'extérieur de l'entreprise. Si c'est en interne à l'entreprise, il peut très bien décider de lui-même, elle peut très bien, sur cette photo c'est une fille, elle peut très bien décider d'elle-même ce que doit faire l'application, connaissant le domaine métier. Et ensuite, on n'a pas le niveau de maîtrise d'œuvre entre, le besoin métier et l'équipe de développement. On n'a plus qu'un seul niveau, à l'intérieur duquel on va retrouver les développeurs, bien évidemment, le Scrum Master, donc qui lui est au même niveau que les membres de l'équipe, il n'y a pas de rapport hiérarchique, et également l'architecte, ou ça peut être ou une leader technique, c'est pas forcément un architecte à proprement parler, mais en tout cas, ce qui est important, c'est que au sein de l'équipe, il doit y avoir toutes les compétences nécessaires à la fabrication du produit, à partir du besoin fonctionnel défini par la Product Owner. Donc le rôle de Scrum Master, son rôle, ça va être une sorte de coach par rapport à la méthode Scrum. Il va accompagner l'équipe au quotidien pour qu'ils mettent en pratique la méthode Scrum. Il va animer des réunions qu'on va voir après. Et éventuellement, il n'est pas forcément Scrum Master à plein temps. Il peut être soit un développeur de l'équipe, c'est une possibilité, ou il peut être Scrum Master de plusieurs équipes en même temps, c'est une autre possibilité. En tout cas, l'équipe de réalisation, elle contient toutes les compétences nécessaires à la réalisation du produit et elle est en lien direct avec le Product Owner. Et donc la flèche, c'est plus du top-down, c'est du bottom-up, mais il y a aussi une partie top-down bien sûr. Le Product Owner, lui, elle va définir le besoin métier. Mais les développeurs, éventuellement le Scrum Master, l'architecte vont aussi interagir beaucoup avec le Product Owner dans la définition de ce besoin, parce que la partie technique peut avoir un impact sur les priorités de développement, sur la manière de faire les choses. Donc ça va vraiment être un dialogue à double sens entre le besoin fonctionnel et la réalisation technique qui est assurée par l'ensemble de l'équipe. Donc je ne vais pas rentrer plus dans le détail parce que ce n'est pas une vidéo sur Scrum, on peut en parler pendant très longtemps, mais je voulais juste introduire ces rôles: Product Owner, donc besoin fonctionnel, l'équipe de développement qui va réaliser le logiciel, qui contient toutes les compétences, et un rôle un peu particulier, le Scrum Master, qui est une sorte de coach de l'équipe par rapport aux méthodes agiles, qui va accompagner l'équipe, l'assister, animer des réunions. Donc j'en parlerai un peu plus tard dans les prochaines slides. Donc, deuxième point, User Stories et Backlog. Donc, dans les méthodes traditionnelles, toujours la même comparaison, la maîtrise d'ouvrage puis la maîtrise d'œuvre, et les architectes fournissent des documents exhaustifs qui vont décrire tout le besoin, que ce soit fonctionnel ou technique. Et bon, par exemple, pour le besoin fonctionnel, on a ce qu'on appelle un cahier des charges. C'est un document qui va contenir la description de toutes les fonctionnalités dans les moindres détails. Ensuite, à partir de ce cahier des charges, on va faire d'autres documents de conception, par exemple un dossier d'architecture pour représenter l'ensemble du logiciel sous un angle technique et afin de pouvoir mettre en œuvre les développements par la suite. Et c'est des documents complets qui traitent l'ensemble du projet ou du logiciel. Dans la méthode Scrum, c'est pas comme ça qu'on fait. On va découper le besoin sous forme de ce qu'on appelle des user stories. Et ça va pas être un document complet et unique, ça va être un ensemble de petits documents, donc qui correspondent à une seule page en réalité, qu'on appelle des user stories. Et chaque user story a le rôle de décrire une petite partie de ce qu'il y a à faire dans le logiciel.
Donc ici, je vous ai mis un exemple de user story. Ça peut être très réduit, mais ça peut aussi être plus conséquent, hein. Ça dépend de ce qu'il y a à développer, mais en général, c'est quand même relativement réduit. Donc, vous aurez une description qui prend la forme suivante. Donc, en tant que, et là, on met le nom de l'utilisateur qui va utiliser la fonctionnalité qu'on va développer via cette user story. Je veux, donc là, c'est ce qu'il y a à faire, et afin de, ça, c'est ce que l'utilisateur a besoin de faire. Donc, au départ, on se place toujours du point de vue métier d'un cas d'usage d'un utilisateur particulier. On a toujours en ligne de mire l'objectif que l'utilisateur a besoin d'accomplir dans le cadre de cette user story. Et je veux, ça c'est la description de ce qu'il faut faire pour rendre le service à l'utilisateur. Donc les user stories, c'est focalisé sur un besoin d'un utilisateur particulier. Alors il peut y avoir plusieurs types d'utilisateurs, donc c'est pour ça qu'on a en tant que, par exemple, sur un site de vente, vous allez avoir les clients qui vont être un type d'utilisateur, les clients potentiels. Vous allez avoir la personne qui met les choses en vente sur le site, qui va administrer le site, qui va être un autre type d'utilisateur potentiel. Donc il peut y avoir des tas de types d'utilisateurs. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours se placer de leur point de vue, parce que c'est une approche plutôt centrée utilisateur. Une dernière partie, c'est les critères d'acceptance. Les critères d'acceptance, c'est l'ensemble des critères qui doivent être remplis par la fonctionnalité développée dans le cadre de cette user story, afin de dire que cette fonctionnalité ou cette partie de l'application est terminée. Donc c'est une sorte de checklist que le product owner ou la product owner vont vérifier une fois que la user story sera terminée, que les développeurs, l'équipe de développement auront dit cette user story est terminée. Il y a une validation via cette checklist critères d'acceptance afin d'être sûr qu'on n'a rien oublié, que ça correspond bien à ce qui était demandé par la user story. Donc c'est assez important. Donc là, je vous ai mis un petit tableau avec des post-it. Et en fait, une user story, alors c'est plus trop le cas maintenant, on utilise des logiciels comme Jira par exemple, ou Version One ou d'autres logiciels. Mais au début de l'agilité, quand ces logiciels n'existaient pas certainement, ou du moins n'étaient pas aussi populaires, on écrivait souvent les user stories sur des post-it. Donc un post-it, il n'y a pas beaucoup de choses à écrire dessus, il n'y a pas beaucoup de place. Mais voilà, donc ça doit être assez synthétique, une user story. Bon, maintenant, ça serait difficile parce que si on veut vraiment être rigoureux et écrire tous les critères d'acceptance, bon, il n'y a pas assez de place sur un post-it. Mais voilà, c'est l'idée, donc d'être beaucoup plus léger qu'un cahier des charges complet. Donc maintenant, Scrum, ce que Scrum a vraiment beaucoup popularisé, c'est le principe itératif. Donc ça, je vous l'avais présenté lors de la précédente vidéo, le principe itératif. Donc je ne vais pas revenir entièrement dessus, mais je vous fais ici un rappel. Donc dans les méthodes traditionnelles, il y a des phases successives de travail. Chacune des phases étant différente. Requirements recueille des exigences réalisées par la maîtrise d'ouvrage accompagnée par le maître d'œuvre, donc chef de projet. Design réalisé par exemple par l'architecte logiciel qui va réaliser un dossier de conception. Ensuite, le chef de projet va au quotidien animer l'équipe de développement pour la réalisation du logiciel, le codage. À la fin, ici, je vous ai mis un petit testeur qui va vérifier que le logiciel correspond bien aux requirements qui ont été définis au tout début. Et également la maîtrise d'ouvrage, bien entendu, qui représente le client ou qui est peut-être elle-même la cliente, va vérifier également que le logiciel correspond bien à ses propres exigences. Donc le problème de ça, c'est qu'il y a un effet tunnel et que on ne peut pas facilement changer d'avis si les exigences changent ou si le design change, on ne peut pas facilement le changer, il faut repasser par toutes les étapes. Donc dans les méthodes agiles, et en particulier dans les méthodes Scrum,
nous avons le principe itératif. Donc le développement va être découpé. Donc la période de développement, le temps du projet va être découpé en itérations, donc qui sont en général assez courtes. Ça peut être 2 ou 3 semaines, qui vont se suivre. Et chacune des itérations va contenir l'ensemble de toutes les phases de réalisation du projet de la méthode traditionnelle. Donc c'est pour ça que dans chacune des étapes, vous avez tous les acteurs qui sont impliqués. La Product Owner pour ce qui est de la définition du besoin et de la priorisation. Le Scrum Master ici pour la partie animation de l'équipe agile. Les développeurs et le testeur que je vous avais mis, normalement il est censé être intégré au sein de l'équipe et testé au fur et à mesure. Donc tous les acteurs interviennent à toutes les étapes et donc toutes les phases sont présentes plus ou moins dans toutes les itérations. Et donc là je complète un petit peu le schéma précédent. Là où dans les méthodes traditionnelles chaque phase était interfacée par un cahier des charges complet, puis par une spécification technique complète sur tout le projet, et suite à l'implémentation, on livrait le logiciel complet. Donc ici, vous avez 4 disquettes pour illustrer l'ensemble du logiciel. À la fin de la vérification, il pourrait y avoir un rapport de test ou un rapport de recette. Et bien, dans les méthodes agiles, en particulier dans Scrum, c'est différent. Tout va se faire de manière itérative et incrémentale, c'est-à-dire morceau par morceau, petit bout par petit bout. Donc, je vous ai présenté les user stories juste avant. Donc, au début de la première itération, au début d'une itération, on va définir certaines user stories qui vont représenter une petite partie du logiciel à développer. Et à la fin de la première itération, on va livrer, entre guillemets, un morceau de logiciel. Donc, c'est-à-dire que le logiciel ne sera pas complet. Il peut être éventuellement utilisable déjà, mais il n'y aura pas toutes les fonctionnalités. Donc, itération après itération, on va redéfinir de nouvelles user stories qui n'étaient pas l'itération précédente, et on va livrer une nouvelle partie de logiciel. Donc après chaque itération, on va en livrer toujours plus jusqu'à la dernière itération du projet où là le logiciel sera complet. Donc c'est une approche tout à fait différente, une approche itérative. Donc maintenant, les cérémonies Scrum. Donc les cérémonies, c'est des réunions, tout simplement. Donc là, c'est une petite erreur, je l'enlève. Donc les différents types de réunions qui sont dans la méthode Scrum. Donc ici, vous avez la liste. Itération planning, daily meeting, backlog refinement, démo et revue et rétrospective. Donc je vais vous présenter chacune de ces cérémonies ou réunions. Tout d'abord on commence par l'itération planning. Donc ici je reprends mon petit schéma. Au début d'une itération, il faut choisir les user stories qui vont être développées dans l'itération, dans les 2-3 semaines que peut durer l'itération. Donc il y a un meeting où l'ensemble des acteurs peuvent être présents et vont choisir collectivement les user stories à développer. Sachant que la responsabilité de la priorisation des besoins métiers, c'est la product owner qui va décider quelles sont les features les plus importantes. Mais c'est pas décidé en mode top-down de manière autoritaire, c'est aussi un échange avec toute l'équipe de développement qui va donner son point de vue, ce qu'elle en pense, notamment sur tous les aspects techniques, parce que la technique peut avoir un impact fort sur la manière dont on doit réaliser les choses et dans quel ordre on doit traiter les features. Je vous ai remis ici sur la droite le Manifesto for Agile Software Development, et pour illustrer le fait que l'itération planning et le processus itératif, en fait, ça illustre ce principe, l'adaptation au changement, plutôt que le suivi d'un plan. C'est-à-dire que via les itérations et via le choix des user stories, itération après itération, on va pouvoir s'adapter en fonction de l'avancement du développement, en fonction des aléas qu'on peut rencontrer ou des choses nouvelles qui arrivent sur le projet, que ce soit fonctionnel ou technique. Donc, itération planning, on décide de ce qu'on va faire
pendant notre itération de 2 semaines. Ensuite, daily meeting. Alors le daily meeting, c'est assez simple, comme son nom l'indique, c'est une réunion quotidienne entre l'équipe, donc les développeurs, le Scrum Master, donc toutes les personnes de l'équipe. Et le but de cette réunion, c'est la communication à l'intérieur de l'équipe pour que tout le monde soit au courant de ce sur quoi on travaille, et si on a un problème ou pas. Donc la forme classique du daily meeting, c'est chaque membre de l'équipe va dire ce qu'il a fait la veille, ce qu'il compte faire aujourd'hui, sur quel user story il compte travailler par exemple, et s'il a un problème technique quelconque, s'il a besoin d'aide par exemple, sachant que si le développeur a un problème, le but du daily meeting n'est pas de résoudre les problèmes, il est juste d'informer les gens de ce qui se passe. Donc si un développeur indique qu'il a un problème, et bien ensuite, et qu'il a besoin d'aide d'autres personnes de l'équipe, il faut organiser une réunion pour traiter ce problème spécifiquement. Donc un daily meeting, ça dure en général une quinzaine de minutes. Chaque personne parle à peu près 2 minutes. Et le but, c'est vraiment la transparence à l'intérieur de l'équipe et la communication. Donc là, ça reflète ce principe du Manifesto for Agile Software Development, les individus et leur interaction plutôt que les processus et les outils. Alors voilà, donc le daily, ça favorise les interactions entre les individus de l'équipe. Donc prochaine réunion, prochaine cérémonie, Backlog Refinement. Le Backlog Refinement, son but, c'est de rédiger, ou plus exactement d'améliorer les user stories dans le but de préparer les itérations suivantes. Donc imaginons qu'on est ici au milieu de l'itération 1. Donc le backlog refinement en général il peut intervenir un peu n'importe quand, mais par exemple au milieu d'une itération. Le but c'est de regarder les user stories futures de manière à mieux planifier, à bien les comprendre et à mieux planifier l'iteration planning de l'itération suivante. Donc en quoi ça consiste? Alors tout le monde est présent. Ça consiste à ce que les user stories sont présentés par la product owner à l'équipe. L'équipe peut poser des questions s'ils ne comprennent pas bien ce qui est demandé ou s'il y a des manques dans la user story qui est présentée par la product owner. C'est dans ce genre de réunion que l'équipe peut poser des questions et que la product owner, en conséquence, va soit essayer de trouver les réponses, soit les écrire directement et améliorer la rédaction de la user story. Donc refinement, c'est un affinage, on pourrait dire. Donc les user stories, normalement, on les écrit pas directement dans l'itération planning. Elles doivent être préparées bien en avance et la product owner peut avoir plusieurs itérations d'avance, tout un backlog plus ou moins bien défini en fonction du niveau de priorité des user stories. Et le refinement, c'est le moment où l'équipe échange autour de ces user stories à venir. On peut également utiliser ce meeting pour traiter les user stories en cours de l'itération en cours. Mais bon, si on a à le faire dans l'itération en cours, en même temps qu'on développe, c'est probablement qu'on n'a pas assez bien défini en amont les user stories de l'itération en cours. Donc là aussi, c'est de l'ordre de l'adaptation au changement. Ensuite, meeting suivant, démo et revue. Donc là, on est à la fin de l'itération. On a produit une partie du logiciel, un morceau de logiciel, et on va le montrer aux parties prenantes. Donc la partie prenante principale, c'est la product owner, mais ça peut être des tas d'autres gens, ça peut être des clients, des représentants des utilisateurs, ça peut être des gens, d'autres équipes qui vont intégrer le logiciel qu'on a développé. Donc là, ça revient à mettre en lumière le point un logiciel opérationnel plus qu'une documentation exhaustive parce que au cours d'une démo, on va exécuter le logiciel et on va appuyer sur les boutons, cliquer, l'utiliser en situation réelle.
Donc on n'est pas censé faire uniquement un rapport ou un document, mais on va vraiment lancer le logiciel. Donc à la fin de chaque itération, il doit toujours y avoir un logiciel fonctionnel, même s'il n'y a pas toutes les fonctionnalités, on doit pouvoir l'utiliser. Collaboration avec les clients plus que la négociation contractuelle. Ma collaboration avec les clients, c'est la product owner qui va représenter le client, les commanditaires du projet. Et au cours de cette démo, au cours de la démo, normalement c'est assez ouvert et on va vraiment présenter le résultat de l'itération alors à la product owner, mais aussi éventuellement aux clients, aux utilisateurs, à toutes les parties prenantes. Pour qu'ils puissent faire un retour et éventuellement si le logiciel ne leur convient pas ou s'ils ont des remarques, s'adapter pour les itérations suivantes, prendre en compte leurs remarques pour les itérations suivantes. Donc j'ai mis démo et revue, donc la revue ça consiste en une revue de ce qui a été fait. Alors ça peut être une présentation qui est plus on pourrait dire administrative, pas forcément tournée autour du logiciel. Par exemple donner la liste des user stories qui ont été réalisés, donner des statistiques sur le travail qui a été réalisé. Bon, je rentre pas dans les détails parce que, encore une fois, ce n'est pas le but de présenter Scrum dans les moindres détails. C'est juste pour introduire les concepts. Donc, la dernière partie, c'est la rétrospective. Donc, à la toute fin d'une itération. Alors, dans la rétrospective, normalement, il n'y a pas la product owner. Mais il peut y avoir aussi la product owner dans la rétrospective. Ça dépend vraiment des entreprises. Le but, c'est que l'équipe de développement se réunit pour discuter de l'itération qui s'est écoulée, qui est terminée. Donc la rétrospective doit être à la fin de l'itération. Et ils doivent identifier les points de blocage, des axes d'amélioration éventuellement. Alors moi, j'aime bien appeler ça un débriefing. Donc ici, je vous ai mis une petite image d'un débriefing après un match de foot. Donc là, on pourrait imaginer l'entraîneur de l'équipe de foot qui regarde certaines actions du match avec ses joueurs et puis ils essaient de comprendre comment ils ont joué, comment ils auraient pu mieux faire. Mais une rétrospective, c'est exactement ça. Donc l'équipe discute de l'itération qui vient de se passer et identifie les bonnes choses, les mauvaises choses, les points positifs, négatifs. Et les points positifs, il faut les reproduire dans les prochaines itérations. Les points négatifs, il faut essayer de leur trouver une solution pour pas que ça se reproduise. Donc ça, c'est la rétrospective. Je crois que j'ai oublié de vous dire que itération, on appelle ça aussi sprint. Originellement, dans Scrum, on utilisait plutôt le terme de sprint. C'est exactement la même chose, sprint et itération. Donc, petit résumé de tout ce que je viens de dire. Donc, vous avez une itération ici, 3 petits points pour illustrer les itérations suivantes. En haut, vous avez toutes les personnes qui interviennent. Donc, il y a l'équipe de développement composée de quasiment tout le monde et l'APO qui peut être quand même très proche de l'équipe de développement, qui peut être à l'extérieur de l'équipe en général, mais même dans certaines entreprises, c'est carrément à l'intérieur de l'équipe. En tout cas, voilà. Donc, tout le monde intervient pendant chaque itération, dans tous les cas. Vous avez des flèches. Donc, au début, itération planning, où on décide ce qu'on va faire pendant l'itération. Au milieu, backlog refinement, on regarde les user stories pour les prochaines itérations, éventuellement pour l'itération en cours si nécessaire. À la fin, on fait une revue et une démo au cours de laquelle le logiciel, la partie de logiciel qui a été développée va être présentée, exécutée, testée, entre guillemets, donc au cours d'une démo. Et à la toute fin, la rétrospective où on va débriefer de ce qui s'est passé afin de faire des meilleures itérations futures, dans le cadre de l'amélioration continue. Et chaque jour, un daily meeting, tous les matins en général. Et ce pattern, cette itération, se reproduit de semaine en semaine. Alors une itération peut durer 2 semaines par exemple, donc toutes les 2 semaines, on va avoir exactement tous ces meetings dans cet ordre, jusqu'à ce que le projet soit terminé. Donc maintenant, pourquoi l'échelle? Donc ça, ce que je vous ai présenté, là, il y avait des petites icônes, des petits personnages. Pourquoi l'échelle? Donc les petits personnages, en fait, c'est assez réaliste parce que ça représente une petite équipe de développement et en fait, c'est pour les petits projets où il y a entre 1 et 10 personnes qui interviennent. C'est pour ces petites équipes que Scrum a été inventé et proposé à la base.
Donc l'agilité à l'échelle, c'est l'agilité à l'échelle qui dépasse la taille d'une petite équipe. Donc ça peut être pour les projets beaucoup plus gros, ça peut être à l'échelle de toute l'entreprise. Donc tout d'abord, je remets le slide pourquoi l'agilité. Donc je ne vais pas vous le redétailler comme la dernière fois, vous pouvez regarder la vidéo précédente. La réponse simple à pourquoi l'échelle, c'est pour résoudre les mêmes problèmes à une échelle plus large que ceux que l'agilité résout à l'échelle de l'équipe. Donc ces problèmes que l'agilité essaye de résoudre, c'est l'impossibilité à tout anticiper pour les gros projets. Donc on n'est pas capable d'écrire un cahier des charges ou une spécification technique complète pour le projet, donc on a besoin de s'adapter, d'où le processus itératif. Autre répartition des rôles afin de cultiver l'intelligence collective. Donc ça, c'est l'aspect bottom-up plutôt que top-down. Donc il n'y a pas une personne ou deux qui peuvent décider de tout et les développeurs sont dans ce cas des simples exécutants. Donc comme le projet est complexe, on a besoin que tous les développeurs participent, donnent leurs idées, co-construisent le logiciel. Donc voilà, donc avec tout un tas d'interactions. Donc ça, c'est l'aspect bottom-up. Optimiser, amélioration continue, ben ça aussi c'est fourni par le principe itératif. C'est parce que comme les projets sont grands et complexes de nos jours, on n'est pas capable de tout bien faire dès le début. Donc comme on ne peut pas tout bien faire, on fait comme on peut et on essaye de s'améliorer jour après jour. Voilà, un peu comme moi par exemple, c'est seulement ma deuxième vidéo sur cette chaîne, il y a plein de petites choses qui vont pas et j'essaye de m'améliorer vidéo après vidéo, donc voilà, j'espère que vous verrez la différence. Ensuite, livrer plus tôt, fast time to market, donc ça c'est pour pouvoir livrer une petite partie de logiciel, ne pas attendre que le logiciel soit entièrement fini, de manière à déjà toucher son marché, toucher son public, et éventuellement récolter de l'argent pour le réinvestir dans le développement des autres fonctionnalités. Donc là aussi, c'est le processus itératif qui est le principal outil pour réaliser ça. Donc livrer plus tôt, donc on peut imaginer qu'à l'issue d'une démo, on livre en production la partie du logiciel qui a été validée, même s'il manque certaines fonctionnalités qui sont optionnelles. On peut très bien imaginer livrer en production le logiciel et le vendre à des clients. Et ensuite, on livrera des mises à jour pour les fonctionnalités supplémentaires. Donc en fait, ces problèmes que l'agilité essaye de résoudre, ils existent pour tout type de projet, de toutes les tailles. Mais la méthode Scrum, elle a été inventée pour les petites équipes de moins de 10 personnes. Donc on a le terme pizza team que vous avez certainement déjà entendu. Théoriquement, c'est une pizza team, c'est une équipe qui peut être nourrie par une seule pizza. Alors, je pense que ça doit être des très grandes pizzas américaines qui peuvent nourrir plusieurs personnes. En France, on a des plus petites pizzas et en général, chaque personne peut manger une pizza à elle toute seule. Mais bon, une pizza team, on dit que c'est une équipe de 8 personnes. Donc moi, j'aime bien fonctionner en puissance de 10, donc je dirais 10 personnes maximum. Ça commence déjà à être une grosse équipe agile. Mais au-delà de 10 personnes, il n'est plus possible, ou du moins très difficile, d'utiliser la méthode Scrum telle quelle. Par exemple, vous avez le daily meeting où tout le monde doit s'exprimer pour dire ce qu'il a fait, ce qu'il va faire et s'il y a des points de blocage. Donc s'il y a 10 personnes et que chaque personne parle 1 à 2 minutes, ça peut tenir en un quart d'heure. S'il y a 20 personnes, il faudra au moins 30 minutes pour que les 20 puissent s'exprimer. S'il y a 30 personnes, il faudra encore plus de temps et après ça devient plus gérable parce que c'est trop compliqué pour chaque personne d'écouter toutes les personnes et de comprendre tout ce qui se passe. Donc l'agilité à l'échelle, le besoin de développer une nouvelle méthode pour les plus grandes échelles, il vient de là. C'est parce que l'agilité à la base, du moins la méthode Scrum, a été conçue pour des petites équipes. Donc les organisations et les projets, bien souvent, sont plus gros qu'une petite équipe de développement. Dans les grandes entreprises, il peut y avoir, même pour un seul projet, des dizaines de personnes, voire des centaines de personnes pour les plus gros projets. Donc si on veut gérer ces projets en mode agile, il faut d'autres outils, ou du moins adapter les outils de l'agilité. Donc ensuite,
l'entreprise, donc qui est plus grosse qu'une équipe en général, sauf les startups, mais la plupart des entreprises font au moins des dizaines de personnes, voire beaucoup plus. L'entreprise peut aussi avoir envie de certains principes agiles pour elle-même. L'amélioration à l'échelle, l'amélioration continue à l'échelle. Donc on va améliorer tout le fonctionnement de toute l'entreprise. En fait, sur les grands projets, il peut y avoir, donc on va en général découper le grand projet en plusieurs équipes, en plusieurs sous-équipes, et il va y avoir des rapports entre ces équipes qu'il va falloir organiser d'une manière agile. Quelque chose qui est assez typique, c'est quand dans une grande entreprise, il y a une équipe qui fonctionne en agilité, par exemple en Scrum, mais que tout son contexte autour n'est pas agile. Imaginons par exemple une équipe de développement qui a besoin de serveurs pour exécuter le logiciel qu'elle développe, de commander des serveurs. Ces besoins à l'équipe de développement peuvent très bien évoluer parce que le principe itératif fait qu'on remet des choses en question et elle peut très bien, au cours d'une itération, se rendre compte qu'elle a besoin d'autres machines, de faire installer des serveurs supplémentaires qu'elle n'avait pas prévu au départ. Mais si les ops de l'infra qui ont la charge d'installer les serveurs ne fonctionnent pas en agilité, ne fonctionnent pas en itératif, donc peut-être qu'ils ont besoin qu'on les prévienne 3 mois à l'avance pour installer des nouvelles machines. Donc dans ce cas, l'équipe de développement aura besoin de nouveaux serveurs tout de suite, mais les fournisseurs de l'équipe d'infra, eux, vont dire qu'ils ont besoin de 3 mois parce qu'eux, ils fonctionnent avec une méthode plus traditionnelle, plus planifiée à long terme. Donc tout ça, ça crée des frictions à l'intérieur de l'entreprise quand certaines équipes fonctionnent en agilité avec Scrum et que le contexte, lui, n'est pas agile. Ça peut créer des frictions, des incompréhensions. Alors, une des solutions, c'est de faire en sorte que tout le monde travaille avec des méthodes agiles. Donc, c'est ce que propose l'agilité à l'échelle. C'est pas la seule solution, mais voilà. Donc, l'agilité à l'échelle répond à ce besoin pour faire fonctionner tout le monde d'une manière cohérente et harmonieuse. Donc voilà, c'est pour cette raison qu'on a inventé les méthodes d'agilité à l'échelle. Donc là, c'est la fin de la présentation, mais c'est pas encore terminé. Je vous présente les différentes méthodes d'agilité à l'échelle. Alors, ces 2 diagrammes sont extraits d'un rapport qui est fait tous les ans. C'est State of Agile Report. Donc c'est des gens qui font un sondage dans le monde entier, donc c'est plus centré sur les États-Unis et les pays occidentaux, mais ils font un sondage auprès de tout un tas d'entreprises, alors je sais pas combien, des centaines ou des milliers dans le monde. Ils leur posent des questions sur l'agilité et ils font un rapport pour évaluer, mesurer l'adoption de l'agilité dans ces entreprises, dans le monde, et évaluer les tendances. Donc c'est un rapport très intéressant. Je vous conseille de le lire. Il y en a un tous les ans. Alors ici, je vous ai extrait un seul schéma sur l'adoption de l'agilité à l'échelle. Donc c'est l'adoption des frameworks d'agilité à l'échelle, des méthodes d'agilité à l'échelle. Vous avez bien sûr, donc j'ai mis 2 schémas pour qu'on visualise l'évolution. Donc 2022-2023, le rapport de 2024 n'est pas encore publié à ma connaissance, du moins. Donc je l'ai pas lu, mais ça nous donne déjà des informations intéressantes. Là on voit une évolution, par exemple. Donc le framework d'agilité à l'échelle, c'est SAFe le plus utilisé. 53% en 2022, 53% d'utilisation dans les entreprises, 26% seulement en 2023. Mais en fait, donc il y a un petit problème, c'est qu'ils ont changé entre le rapport numéro 16 et le rapport numéro 17, ils ont changé les questions et la manière de recueillir les réponses. Donc en fait, c'est faussé. Alors ce qu'ils ont changé, c'est qu'ils ont introduit des questions qui n'étaient pas là avant. On a créé notre propre framework, donc qui représente 12%, et on ne suit pas un framework à l'échelle de l'entreprise qui représente 22%. Et en plus, dans le précédent sondage, les gens pouvaient choisir plusieurs frameworks différents qu'ils utilisent dans leurs entreprises. Dans le nouveau, ils ne peuvent pas. Donc pour
qu'on puisse comparer d'une année à l'autre, j'ai retraité les chiffres, c'est-à-dire que j'ai supprimé ces possibilités-là et j'ai tout remis en base 100. Bon, je vous explique pas le détail des calculs, mais c'est assez simple. Je vous demande de me croire sur parole. Donc après retraitement, voici ce que ça donne. Donc là maintenant, on voit qu'il y a une petite progression pour Safe, donc c'est assez stable de 37 à 39, une très grosse progression pour Scrum of Scrum ou Scrum at Scale. Et après je vous ai mis quelques méthodes très emblématiques, donc Lean qui baisse de 3%, là en fait je voulais mettre le modèle Spotify qui passe de 5 à 3. Voilà, je ne vais pas détailler plus, vous pouvez le lire par vous-même, vous pouvez même consulter les rapports. Qui sont remplis d'informations très intéressantes. Nous, dans cette présentation, dans la suite, on va parler de Safe et du modèle Spotify. En fait, ça va être les deux représentants qu'on va choisir pour illustrer l'agilité à l'échelle. Donc, dernière chose, pour la tendance, Scale de Agile Framework, c'est-à-dire la méthode Safe, j'ai fait une capture d'écran de Google Trends. Donc Safe, ça a été inventé en 2011 officiellement. Donc, alors je sais pas pourquoi ça part de 2004, mais donc on voit qu'on n'en parlait pas beaucoup en 2011, puis petit à petit sur Google, ça a été de plus en plus recherché, et on voit que ça augmente constamment. Alors là, on est plus sur un plateau. Alors cette capture d'écran, je l'ai faite l'an dernier. Faudrait que je la refasse certainement pour voir si si ça descend ou si le plateau, ou si c'est plat ou si ça remonte. Bon. Mais on voit qu'on est quand même sur une tendance de progression. Le modèle Spotify dont je vais vous parler, alors ça s'appelle Spotify parce que c'était inventé par l'entreprise de musique Spotify. Donc là aussi, c'était inventé, je pense, en 2012. Donc c'est normal qu'on n'en parle pas avant, je ne sais pas pourquoi il y a ces pics ici. Et puis on voit, alors bien sûr c'est beaucoup moins populaire et moins connu que Safe. Mais on voit qu'il y a quand même une petite progression. Alors pourquoi je vais vous parler de Safe et du modèle Spotify. Alors c'est simple, Safe c'est incontournable, c'est le plus utilisé en entreprise, c'est le leader de l'agilité à l'échelle, donc c'est logique d'en parler. Et en plus c'est le framework Safe, c'est ce que je connais le mieux. Et je vais quand même vous parler aussi du modèle Spotify. Alors j'ai fait ce choix parce que par rapport à Safe, ça représente une méthode alternative qui est très différente de Safe. Safe est un modèle clé en main, très complet, très structuré, et Spotify est très peu structuré et très libre. Entre guillemets, donc il y a très peu de concepts et les personnes qui le mettent en place peuvent vraiment l'adapter en fonction de leurs besoins. Donc c'est pour ça que là vous avez ces images où Safe c'est vraiment le modèle corporate clé en main avec tout ce qui va avec et tous les outils, etc. Et Spotify, bon là j'ai demandé à l'IA de générer une image représentant le concept d'auberge espagnole où là c'est beaucoup plus libre, on s'auto-organise mais sans avoir de règles très strictes. Donc je vous parlerai des différences entre les deux modèles à la toute fin de la série de vidéos. Et on va présenter les deux, mais principalement l'essentiel sera sur Safe, bien évidemment. Et les autres, on n'en parlera pas parce que on ne peut pas parler de tout, ça prendrait trop de temps et en plus je les connais beaucoup moins bien. Donc, dernière slide, c'est pour vous présenter la bibliographie, si vous voulez aller plus loin par rapport à ce que j'ai dit. Donc The Scrum Guide, ça ce sont les co-auteurs de Scrum qui écrivent un petit guide de 10 ou 20 pages, je sais plus, donc c'est très synthétique, ça explique les méthodes Scrum. Ici vous avez Scrum de Claude Aubry, que je vous avais déjà recommandé la dernière fois. Si vous voulez, donc c'est très complet, hein, ça évoque dans le détail tout ce que je viens de dire, c'est bien développé, c'est en français. Il y a des tas de livres sur Scrum qui sont tous très bons, enfin il y en a beaucoup de très bons, mais voilà, j'ai choisi celui-là parce que c'est en français et je l'ai lu et il est très bien. 6e édition, moi j'avais lu la 4e édition à l'époque. Et pareil pour les State of Agile Report, vous pouvez les télécharger, les trouver sur internet et les lire, ils sont très intéressants. Voilà, merci de votre attention. La prochaine fois, on va vraiment introduire Safe. Donc ça sera le début de Safe et on va parler des différents niveaux d'échelle que propose ce framework.
Merci à toutes et à tous et à bientôt.